Voilà, merci beaucoup Nathalie. Je procéderai en 3 temps. Premier temps, pourquoi est-ce que j'estime que la vulgarisation scientifique ou l'éducation populaire, si on préfère ce terme, est une chose importante. Deuxièmement, j'essaierai de dire ce qui, à mes yeux, est aujourd'hui le problème pour cette entreprise. Et alors, troisièmement, je répondrai à la question de savoir que faire face à ce problème. Je terminerai par une petite conclusion sur le thème Scientia vincere tenebras. Alors, pourquoi est-ce que c'est important la vulgarisation scientifique et alors, éducation populaire est effectivement peut-être un terme qui est plus approprié dans certaines circonstances, mais dans l'un et l'autre cas, il s'agit bien du peuple de populaire et du vulgum pecus de la vulgarisation. C'est l'idée qu'il y a un peuple qu'on oppose aux experts, un peuple d'ignards que nous sommes tous sur la plupart des sujets. Il n'y a sur chacun des sujets possibles que quelques experts. Sur la plupart des sujets, nous sommes ignares. Alors pourquoi est-ce que c'est important, cette éducation populaire ou cette vulgarisation scientifique, cette diffusion des connaissances scientifiques dans le peuple? D'abord, pour 2 raisons. D'abord, dans le peuple comme population pas seulement de travailleurs pour qui il importe de plus en plus d'avoir une formation continuée tout au long de l'existence, pendant toute notre vie en bonne santé. C'est important que nous continuions à nous former pour faire de nous des personnes qui soient productives, mais en tout cas que cette formation soit disponible. Mais en plus, nous avons besoin d'une diffusion de connaissances scientifiques à nous tous en tant que population de consommateurs d'alimentation, par exemple, d'habitants de maisons, en tant qu'usagers de services de soins de santé, aussi en tant que parents, éducateurs d'enfants. Et je donne simplement un exemple ici auquel je reviendrai plus tard. Avec un certain nombre d'autres personnes, on a mis sur pied, il y a maintenant 5 ou 6 ans, quelque chose qui s'appelle le plan Marnix pour un Bruxelles multilingue. Alors, qui vise, entre autres, à faire de la vulgarisation scientifique dans le domaine de la pédagogie des langues et de la sociolinguistique. Alors, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui et ce ne l'a pas toujours été? Il fut tout un temps où en Belgique, comme ailleurs, on apprenait une langue maternelle à la maison. Cette langue maternelle était aussi la langue de l'école et donc il n'y avait pas à réfléchir sur les possibilités de combiner l'apprentissage d'une langue avec une autre langue. Il y avait un peu de saupoudrage de néerlandais, d'anglais, dans certains cas même d'allemand, et puis c'est tout. Il n'y avait pas de gros problèmes sous cet angle-là. Bon. Aujourd'hui, pour la population bruxelloise, il importe pour tous ceux qui grandissent à Bruxelles, ceux et celles qui grandissent à Bruxelles, de pouvoir à tout le moins bien se débrouiller en français, en néerlandais et en anglais. Et en plus, quasi la majorité des élèves actuels de l'enseignement bruxellois ont encore une autre langue comme langue maternelle. Donc il y a un problème, c'est possible de devenir trilingue plus à Bruxelles, mais pas dans n'importe quelle condition, pas de n'importe quelle manière. Et la diffusion de connaissances scientifiques dans ce domaine-là, dans les foyers, dans les familles, auprès des parents, est extrêmement importante. Donc, première raison, illustrée de cette manière-là, de dire la vulgarisation scientifique est une chose très importante, c'est que nous en avons besoin, pas seulement comme travailleurs, mais aussi dans toutes les autres dimensions de notre vie, beaucoup plus qu'avant, parce que la technologie change, parce que beaucoup d'entre nous sont des migrants, etc. Il y a toute une série de raisons pour lesquelles il importe de fournir aux gens des connaissances qu'ils ne vont pas recevoir spontanément par leur milieu familial, par les traditions dans leur cadre social. Et puis il y a une deuxième raison pour laquelle il importe que le peuple soit mieux instruit, cette fois-ci le peuple, pas comme population en général, mais en tant que démos, en tant qu'agent de la démocratie. Nous avons besoin de citoyens qui puissent voter en connaissance de cause, qui puissent distinguer les charlatans et les chenapans d'un côté, et puis les personnes intègres et compétentes de l'autre. On a besoin de citoyens qui soient bien informés aussi pour savoir quand il importe d'aller faire des marches de protestation dans les rues, de faire des sit-ins, de faire des désobéissances civiles. Tout ça, il importe que ça puisse se faire, mais il importe que ça se fasse
en connaissance de cause. Donc, dans ce contexte, je pense souvent à ce que j'ai décrivé un de mes héros intellectuels qui est John Stuart Mill. John Stuart Mill souhaitait que le droit, c'est un grand défenseur du droit de vote des femmes en particulier, un des grands précurseurs sous cet angle-là, mais en même temps, il voulait restreindre le droit de vote aux personnes qui étaient suffisamment éduquées. Il y avait une condition d'éducation. Il était par ailleurs pour l'enseignement obligatoire, ce qui n'est pas du tout le cas, et gratuit et efficace pour tout le monde, mais il estimait que pour être un citoyen, il ne suffisait pas simplement d'avoir un droit, il fallait avoir la capacité intellectuelle, en quelque sorte, d'exercer ce droit, et tout le monde en est en principe capable, mais il faut être suffisamment éduqué pour pouvoir bien l'exercer. Donc voilà pour moi les deux raisons fondamentales pour lesquelles la vulgarisation scientifique, tous les domaines de la science, sciences naturelles et sciences humaines, est une chose très importante. Donc à la fois à nous comme membres de cette population et à nous collectivement comme Demos. Alors quel est le problème aujourd'hui? On pourrait dire, avec toute l'évolution technologique dont on a déjà parlé tout à l'heure, ça devrait aller plus facilement qu'auparavant. Donc on a non seulement des publications scientifiques en open access bien plus facilement accessibles que ce n'était le cas pour du temps où moi j'étais étudiant. On a des MOOC disponibles souvent gratuitement sur le web, des open, je ne sais plus très bien une abréviation de quoi c'était, mais en tout cas online open courses. Donc on a ça. On a des blogs scientifiques, on a, Nathan en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, là, des vidéos, on a sur YouTube, donc il y a toute une série de possibilités nouvelles. Non seulement il y a ça, cette possibilité de diffuser les connaissances scientifiques de ces nouvelles manières, mais il y a aussi des moyens bien plus forts qu'auparavant de corriger les erreurs qui seraient autrement diffusées. Les enseignants dans la salle, les enseignants universitaires dans la salle, peut-être aussi les autres du reste, auront eu l'expérience que moi j'ai eue à diverses reprises, qui est, dans le passé, qu'est-ce qu'on faisait? On allait pérorer dans nos auditoires et les étudiants grattaient la parole d'évangile, si vous me permettez, la parole d'évangile qui sortait de la bouche des profs. Et puis aujourd'hui, pendant que vous êtes en train de causer, ils sont là sur leur laptop, occupés à googler pour voir ce que vous dites est correct. Donc il y a un processus, donc vous devez un peu vous contrôler mieux ce que vous dites que nos prédécesseurs pouvaient le faire. Même, on a évoqué ce qui se passait dans le cadre familial aussi lors d'une conférence ce matin. Avant, le fiston demande « Papa, qui est Philippe Lebon ?» Alors vous pouvez dire « Philippe Lebon, c'est un... » Vous improvisez un peu, parfois vous devez inventer un petit peu aussi, et puis vous dites quelque chose, et il enregistre plus ou moins, il s'en souviendra, voilà. Maintenant, vous dites, je crois que c'est le XIVe siècle ou quelque chose comme ça, alors tac, 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 papa Philippe Lebon, il est né en 1553, il est bon. Et donc, il y a, dans tous les contextes, il y a évidemment l'autorité traditionnelle qui est menacée, mais à juste titre, par la diffusion de cette connaissance. Donc, on pourrait dire, formidable, quelle époque, grâce à la technologie, ça va aller de mieux en mieux. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Pourquoi? Parce que, et c'est ça le problème, donc, qui a déjà été évoqué en fait tout à l'heure, mais que je vais reformuler. Le gros problème, c'est que nous sommes passés d'une ère de pénurie de l'information à une ère de pléthore de l'information. Donc, il est devenu beaucoup plus facile pour les scientifiques, les auteurs, les journalistes, les éditeurs de publier, de diffuser des informations, diffuser, et parmi ces informations, ce qu'on peut appeler des connaissances. Mais en parallèle, il est devenu massivement plus facile de diffuser des informations si on n'est ni auteur, ni éditeur, ni journaliste, ni rien du tout. Et si on n'a pas non plus, en moyenne, le niveau de compétence et le niveau d'intégrité qu'ont habituellement, ou en moyenne, les journalistes, les auteurs, etc. Le résultat, c'est qu'il y a des masses d'informations qui circulent sur le web, qui sont aussi relayées, forwarded, retweeted, sans qu'il y ait à chaque étape un filtre quant à la qualité de l'information. Le résultat, c'est que nous sommes bombardés d'informations
qui viennent un peu de tous les côtés, et bombardés d'une manière qui est inévitablement sélective. C'est des gens souvent qui nous ressemblent, qui relayent des informations vers nous. On voit Michael Mann, etc. Donc on a la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Vous aimez bien le message qui passe à travers ça, hop, like, pouf, like en masse, et puis ça circule, on retweet tout le truc, mais ça circule parmi votre propre cercle. En parallèle, il y a les derniers échos alarmistes, GIEC, etc. Vous n'allez pas vérifier si c'est vrai ou pas, mais vous dites like, retweet, hop, et ça circule dans votre réseau. Mais il y a tous ces réseaux, on a parlé de bassins, je crois, tout à l'heure, pour envoyer, c'est des bulles, en quelque sorte. Des bulles, on a les bulles, les friends et les friends des friends, etc., mais avec très peu de contact entre les deux zones. Et quand il y a une petite vidéo à la Michael Mann qui franchit la frontière, elle peut encore circuler, mais avec un commentaire dénigrant de la part de ceux qui, au contraire, sont du côté du G. Alors, résultat, à quoi ça conduit? Ça conduit à un des graphiques qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, simplement pour les attitudes à l'égard de la menace climatique dans l'électorat républicain, dans l'électorat démocrate. Vous avez une divergence. Donc, au fil du temps, on pourrait croire, plus on aura d'informations, plus il va y avoir convergence. Pas du tout, on n'a pas ça. On a au contraire une divergence parce que chacun circule dans son propre réseau. Et donc, vous croyez ce que vous croyez parce que vos amis le croient, et les amis de vos amis le croient, et vous êtes partout, ces informations viennent corroborer vos propres préjugés, de part et d'autre, parce que, soyons honnêtes, pourquoi est-ce que moi je crois que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil? Moi, j'ai jamais fait l'effort de tenter de vérifier ce truc-là. C'est simplement parce que je fais confiance à des gens qui font confiance, 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 à quelqu'un qui a eu de bonnes raisons de croire que c'est bien, de manière très contre-intuitive, il faut dire, que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. En dépit du fait qu'on parle du lever du Soleil, du coucher du Soleil, il y a des tas de choses qui nous rappellent chaque jour que ça doit certainement être plutôt l'inverse que cela. Et donc, la raison pour laquelle on croit, l'immense majorité des choses que l'on croit, n'a rien à voir avec notre capacité de les vérifier. C'est simplement, on fait confiance à des gens qui font confiance, etc. Et ça vaut la même chose vaut pour les climato-sceptiques, etc. Donc, le résultat, alors quel est le défi pour la vulgarisation scientifique? C'est qu'on ne peut plus compter autant qu'on pouvait le faire dans le passé sur le canal habituel. Vous avez les gens dans les laboratoires, les trucs, les revues peer-reviewed et tout ça, et puis ils sortent avec des choses, on n'est jamais certain que c'est tout à fait la vérité, mais enfin c'est solidement appuyé sur de l'evidence. Et alors, une fois, on publie dans des petites revues de niche, et puis dans Nature, etc., et puis il y a des journalistes de la presse de qualité qui relayent ça, et puis à partir de la presse de qualité, ça va dans la presse de moins bonne qualité, et puis finalement, ça passe dans le bouche à oreille, et vous avez l'espèce de voie royale de la diffusion des connaissances scientifiques, de proche en proche. Alors maintenant, donc ça se passe encore, et seulement comme il y a cette saturation par tous les bombardements qui nous viennent spontanément, et puis les liens, et puis on va suivre des trucs, etc., ça ne percole plus. Ça continue à percoler dans des bulles qui ne sont pas trop éloignées de l'épicentre de la production scientifique, mais ça ne percole plus du tout dans les bulles éloignées, je dirais, de certains groupes de gilets jaunes, d'une partie du Tea Party américain, etc. Il y en a de temps en temps où il y a des trucs qui percent la bulle, mais enfin, en gros, de manière extrêmement simplifiée, c'est ça notre problème aujourd'hui. Alors, quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il me semble qu'il y a 5 choses à faire. Première chose à faire, c'est de grâce, préserver notre autorité qui est due à notre éthique professionnelle de chercheur. Donc, être intransigeant à l'égard de toute forme de fraude scientifique, en particulier, qu'il y ait des sanctions sévères contre toute forme de fraude scientifique. Aussi, éviter qu'il y ait des mécanismes de promotion, de nomination, qui y encouragent. Donc, s'il y a un peu trop de publish or perish, il y a
tendance à encourager ce type de déviance. Donc, un aspect central de cette éthique, c'est certainement celui-là. C'est aussi promouvoir auprès de nos chercheurs, y compris encourager leur flamme et leur enthousiasme en disant votre boulot, c'est certainement pas d'essayer de dire des choses sensationnalistes, etc., et qui vont vous mettre en première page des journaux ou vous faire inviter à la RTBF, mais ce qui compte pour vous, c'est de trouver une question à laquelle vous n'avez pas d'avance des réponses, qui vous semble importante, à laquelle vous êtes prêt à consacrer des années de votre vie, et puis essayer de trouver la réponse correcte à cette question, sous le contrôle de vos collègues immédiats, de la communauté internationale dans votre domaine. Il ne s'agit pas d'essayer de trouver la réponse qui vous convient le mieux, qui correspond le mieux à vos intérêts dans certains cas, surtout si la recherche est sponsorisée par je ne sais quelle entreprise privée, mais pas non plus ce qui correspond le mieux à vos valeurs. C'est-à-dire, si vous voulez tirer la sonnette d'alarme sur les changements climatiques, etc., puis vous étudiez un aspect particulier, et puis vous aboutissez à un résultat qui sème un certain doute sur une série de propositions qui étaient consensuelles jusque-là dans la communauté des climatologues. Bon, ça vous embête un peu, parce que vous auriez préféré que ça aille dans le sens de ce que vous croyez vous-même et de ce que croient tous les gens autour de vous. Mais si vous estimez que c'est à ça que conduit votre recherche, votre devoir est de dire c'est ce que je crois être la vérité, qui restera toujours critiquable, mais je n'ai pas, moi, à essayer de trouver une réponse qui plaît à ma communauté scientifique ou qui plaît au mouvement de citoyens qui sont les plus proches de mes idées. Et donc, pour moi, la première chose à faire, c'est vraiment maintenir notre crédit en tant qu'institution de recherche, en tant qu'université, en disant notre tâche, c'est de chercher la vérité et de dire la vérité, même si elle ne plaît pas à ceux qui nous payent, même si elle ne nous plaît pas à nous-mêmes, que ce soit au nom de nos valeurs ou au nom de nos intérêts. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, il me semble, c'est une collaboration féconde avec les journalistes. J'ai encore passé hier avec mon ami et collègue Jean Bricmont, physicien, avec qui je ne suis pas d'accord sur tous les points, mais en tout cas, sur certains points, je suis d'accord avec lui, notamment la défense de la liberté de parole et la liberté de réflexion. On a passé 3 heures ensemble dans une interview double avec 2 journalistes. Je trouve que quand il y a de bons journalistes qui sont prêts à faire l'effort de comprendre les résultats scientifiques, ça fait partie de notre responsabilité de nous mettre à leur disposition. Ils font certaines choses beaucoup mieux que nous. Ils s'expriment d'une manière, en général, beaucoup plus accessible à des personnes qui n'appartiennent pas à nos milieux. Et c'est une chose importante à mes yeux de les aider et de favoriser ces collaborations. Troisième chose importante, à mes yeux, c'est alors de contribuer de s'emparer de nous-mêmes, nous emparer de nous-mêmes des nouveaux moyens mis à disposition par l'Internet. Premier exemple de nouveau, c'est celui qui a été donné tout à l'heure. Si les jeunes, en tout cas jusqu'à un certain âge, c'était une certaine tranche d'âge, sont très accessibles à YouTube, eh bien, essayons en collaboration avec des gens qui savent bien faire ça sur le plan technique, utilisons davantage ce moyen. Bon, ça prend du temps et il faut toujours arbitrer avec tous les autres usages possibles de notre temps. Mais il y a d'autres choses. Une initiative que je trouve excellente, qui n'a pas été mentionnée aujourd'hui, et je m'en étonne un petit peu, mais qui doit être connue de certains d'entre vous, c'est The Conversation. Il y en a qui connaissent ça? The Conversation? Ceux-là lèvent la main? Oui. Quelques-uns. Donc c'est quelque chose qui est né c'est vraiment une grande entreprise de vulgarisation scientifique, née en Australie, mais il y a aussi The Conversation France qui fonctionne en français et qui fait l'effort de vulgariser dans tous les domaines de la science, d'avoir des articles plus longs que des articles de journaux, plus courts que des articles scientifiques standards, mais surtout accessibles à un vaste public. Il y a chaque jour un mail avec des liens à, je crois, une dizaine d'articles en moyenne. Alors, ils font en plus, donc, à côté de ce mail quotidien, donc c'est aussi donc, un ensemble de grandes écoles françaises qui
qui soutiennent ça, les grandes universités américaines pour la version US et pour la version Australie, etc. Mais outre donc, ces envois quotidiens, ce qu'ils font aussi, c'est de la formation des chercheurs pour qu'ils puissent s'exprimer d'une manière plus efficace dans le débat public. Une des autres fonctions importantes aussi, c'est de faire connaître des jeunes chercheurs par cette voie-là, de les faire connaître à la presse, de telle manière que la presse ne retombe pas toujours sur les mêmes bons habituels qui sont toujours heureux de venir causer, même si c'est sur un sujet sur lequel ils n'ont rien compris et ne savent rien du tout. Mais alors qu'il y a des jeunes chercheurs qui sont vraiment compétents sur le sujet, qui savent s'exprimer, et The Conversation permet alors de les identifier, de les détecter pour la presse de qualité qui peut alors qu'elle soit audiovisuelle ou par écrit, qui peut alors s'adresser à eux. Je trouve que vraiment c'est une excellente initiative. Alors, la troisième chose, à mes yeux, qui est potentiellement importante, mais qui me semble difficile, on a mentionné tout à l'heure qu'il y avait des fact-checkers, pour essayer de diminuer la diffusion de fake news, de fake information en un sens plus large. Eh bien, alors, il y a une série d'initiatives, il y en a de multiples aujourd'hui, de fact-checkers qui alors vont vérifier, etc. Alors, une idée qui a été proposée, c'est qu'on parvienne à infléchir les algorithmes de Google de telle manière que les sites qui ont un bon score en termes de l'évaluation par ces fact-checkers, de telle manière que ces sites-là soient propulsés ou soient promus sur la première page dans les recherches Google, au lieu de se retrouver beaucoup trop loin pour être jamais consultés par des personnes qui font un search relativement simple. Bon, je crois que ce n'est pas très simple à organiser, mais que c'est aussi quelque chose de potentiellement intéressant pour éviter cette espèce de dictature, en quelque sorte, d'algorithmes qui ne tiennent aucun compte de la fiabilité des sites, ou ne le font que très indirectement. Et donc, dernier exemple pour faire usage des nouveaux médias, ça n'a pas été mentionné non plus aujourd'hui, moi je suis un fan absolu de Wikipédia. Wikipédia, je trouve que c'est une utopie absolument fantastique, c'est un petit bribe de communisme au cœur du capitalisme cognitif, où chacun contribue en fonction de ses capacités, de ses compétences, gratuitement, et chacun en retire selon ses besoins, sans devoir payer. C'est fantastique. Moi, je me sens tellement coupable de ne pas contribuer plus que je ne le fais au contenu des articles ou à leur structuration, que chaque mois je paye 10 € par paiement, ordre de paiement permanent à Wikipédia. Je reçois chaque fois un petit mail de remerciement pour dire que ça. Mais je trouve que alors on peut dire, il y a toutes sortes de critiques, vous pouvez aligner 1 million de critiques sur les articles qui s'y trouvent, mais comme écrivait très bien Clay Shirky, qui est un prof à NYU, qui a écrit un bouquin que je trouve excellent, qui s'appelle Here Comes Everybody, sur la différence que fait l'Internet sur beaucoup d'aspects de notre existence. Il dit, bon, il y a du vandalisme sur Wikipédia. Il y a des personnes incompétentes qui contribuent ou qui modifient des articles en les rendant moins bons, en ajoutant des erreurs. Mais chaque jour, il y a aussi des gens de bonne volonté, avec les compétences requises, qui qui font des millions, globalement des millions d'ajouts, ou des millions de corrections. Et l'effet net, chaque jour, c'est une amélioration de cette connaissance, ces informations, largement fiable, pas entièrement fiable, largement fiable, disponible gratuitement sur la Terre entière, et maintenant dans de multiples langues. C'est un truc absolument fabuleux, et par rapport aux autres grandes entreprises du net, une entreprise sans but lucratif. Donc, et ça fait une énorme différence aussi du point de vue de sa crédibilité. Ça, c'est la troisième chose, il faut s'emparer de ces nouveaux médias. La quatrième chose, c'est au niveau de la formation de nos étudiants. C'est clair qu'on doit s'éloigner, quelle que soit la discipline, de l'époque à laquelle il s'agit surtout de leur transmettre un stock
d'informations. Ce qu'il faut leur transmettre, c'est évidemment une capacité d'abord de détecter de manière parfois très ingénieuse les informations dont ils ont besoin, qui se trouvent toujours quelque part sur le web, parfois derrière des paying walls et parfois pas. Éventuellement, il faut leur apprendre comment détourner ces paying walls pour obtenir l'information dont ils ont besoin. Il faut bien sûr leur apprendre à évaluer cette information, donc à les soumettre à une critique quant au contenu, ce qui exige qu'on les forme à une variante de ce qu'on appelait, ce que j'ai encore eu comme cours du temps où j'étais étudiant, qui était le cours de critique historique, qui était, on allait, quand il y avait un document, on allait à ses sources, on essayait, etc. Il fallait une partie philologique dans tout ça, mais donc il y a une version contemporaine, en quelque sorte, de la critique historique qui est absolument essentielle, c'est-à-dire aller détecter, voir d'où vient cette information, quelles pourraient être les raisons que la personne diffusant cette information aurait de la transmettre autre que diffuser la vérité. Et donc, c'est une espèce de réflexe qu'il faut inculquer à nos étudiants. C'est aussi essentiel d'inculquer à nos étudiants à ce niveau-là, pour pouvoir évaluer ces connaissances, une bonne dose de compréhension concrète de la méthode scientifique, qui variera selon les domaines. Déjà, la critique historique en est une dimension, mais il y a évidemment les méthodes expérimentales. Il faut comprendre ce que c'est qu'une méthode expérimentale, voir comment une méthode expérimentale permet de dissocier de la manière la plus fiable une simple corrélation d'une relation causale. Mais il faut aussi apprendre aux étudiants à comprendre et à pouvoir évaluer des tas d'affirmations causales qui sont faites dans tous les domaines de la connaissance et qui ne peuvent jamais reposer sur des données expérimentales, seulement sur des corrélations. Comment est-ce qu'on peut passer de l'une à l'autre, comprendre ce que c'est un contrefactuel, une affirmation contrefactuelle qui est inévitablement impliquée par toute affirmation causale, et tout ça, donc c'est un peu d'épistémologie, si vous voulez, qui soit, mais applicable à l'ensemble des domaines. Donc, il importe de faire ça, donc apprendre aux étudiants non seulement à détecter de l'information, non seulement à la critiquer, à l'évaluer, bien sûr à la comprendre, aussi, allusion y a été faite tout à l'heure, à organiser cette information d'une manière synthétique. Il ne suffit pas d'avoir accès à cette information, il faut pouvoir en faire une synthèse au service des questions sur lesquelles on se penche. Et enfin, il faut pouvoir traiter ces informations, les utiliser, les mobiliser d'une manière qui soit créative. Il ne s'agit pas seulement de répéter cette information, de comprendre cette information, il faut aussi en faire quelque chose de manière créative. Donc, ça exige effectivement un mode de fonctionnement de nos universités qui soit très différent. Non seulement nos universités devront toujours davantage prendre la forme de formation des adultes, c'est-à-dire de personnes autres que des jeunes adultes, mais tout au long de l'existence, mais en plus qu'il y ait un mode de fonctionnement qui s'éloigne toujours davantage de l'aspect de transmission d'un stock de connaissances vers une dimension d'apprentissage de la détection d'informations, de la critique de ces informations, de la mobilisation créative de ces informations, de la synthèse de ces informations, et ça exige une autre démarche pédagogique. Voilà pour la formation des étudiants. Et le cinquième et dernier aspect qui, pour moi, me conduit de temps en temps à des espèces de dilemmes ou des problèmes de conscience, c'est que en tant qu'universitaire, il n'est pas indispensable, mais je dirais il est normal que nous soyons par ailleurs aussi des personnes engagées au service de diverses causes. Et alors, de temps en temps, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre l'attitude que je dois avoir en tant qu'universitaire, en tant que scientifique, et puis l'engagement que j'estime devoir avoir. Alors, je reviens brièvement à mon exemple du plan Marnix. On avait encore une réunion avant-hier avec le core group, où alors, donc, on est en train de construire un nouveau site web, et la question était de savoir vraiment ce qui fait l'efficacité d'un groupe comme celui-là. Et l'efficacité première,
vient de la combinaison de la compétence avec l'indépendance. C'est-à-dire que sur ces questions linguistiques à Bruxelles, bon, les Bruxellois parmi vous et même les autres Belges le sauront, les questions linguistiques, c'est des questions qui sont en général assez émotionnelles et perçues d'une manière assez délicate. Donc la première chose, c'est vraiment d'être indépendant par rapport au pouvoir politique, ce qui ne veut pas dire ne pas être engagé au service de certaines causes, hein, mais en tout cas de ne pas servir les intérêts partisans de tel parti ou d'un parti particulier, ni d'en vouloir particulièrement à une ministre, au contraire de défendre la politique d'une ministre, mais cette indépendance. Indépendance aussi sur ces questions linguistiques de tout intérêt économique, parce qu'il y a aussi des tas d'écoles de langue qui font du tas de fric, qui font beaucoup de fric à Bruxelles, et en même temps une compétence de telle manière qu'on puisse diffuser, c'est ça, cet aspect de diffusion, de vulgarisation scientifique qui est important et qu'il faut essayer de faire percoler autant que possible jusque dans les familles, en tout cas vers les enseignants, vers les directions d'école qui sont parfois très mal avisées dans les conseils qu'ils donnent à des parents allophones ayant encore d'autres langues et qui voudraient rendre leurs enfants multilingues ou simplement leur faire apprendre déjà la langue de l'école. Mais donc l'exigence, dans un cas comme celui-là, l'efficacité de l'action dépend aussi de l'exigence scientifique au niveau des informations qui sont diffusées. Dans un autre de mes engagements, j'ai eu un petit scrupule là, récemment. Donc certains d'entre vous savent que je suis de longue date un partisan de l'allocation universelle, d'un revenu inconditionnel. Et alors, certains d'entre vous savent peut-être aussi qu'il y a eu une expérimentation, ce qui était une première en Europe, on peut appeler ça une expérimentation d'allocation universelle en Finlande, qui s'est terminée en décembre dernier. Et alors, il y a eu les premiers résultats préliminaires. Et alors, bon, les premiers qui avaient diffusé, c'était l'agence Reuters qui disait flop, big flop in the Finnish experiment, ou un truc comme ça. Et alors, j'ai alors reçu du directeur de l'expérimentation donc l'ensemble des résultats, son rapport sur le résultat préliminaire. Et alors, ce qui était crucial, je savais d'avance sur cette expérimentation, beaucoup dépend dans le framing après, dans le cadrage des résultats, de ce qu'on attend de cette expérimentation, du critère aussi qu'on souhaite utiliser pour évaluer une réforme sociale. Et alors j'ai envoyé un tweet qui disait, en gros, donc avec, je vous passe les détails de l'expérimentation, mais avec un niveau d'allocation inchangé, avec une information, avec un coût administratif réduit, on a pu augmenter à la fois le niveau de santé, le niveau de bien-être des personnes concernées, sans pour autant réduire leur propension à travailler. Alors, en fait, le tweet doit être court, et alors ce qui m'a un peu perturbé, c'est que je n'ai jamais eu un tweet qui a été répercuté autant que celui-là. Mais alors, évidemment, je ne couvrais alors qu'une partie des résultats de cette expérimentation, et tous les likes que j'ai reçus, ce n'est pas des gens qui sont allés voir le rapport sur les résultats préliminaires et on dit I like this parce que c'est conforme à la vérité. Ils ont mis I like parce qu'ils aiment l'idée de l'allocation universelle et donc ils aiment tout argument, enfin tout ce qui peut passer pour un argument en sa faveur. Et donc je trouve que là, donc à la fois je ne regrette pas de l'avoir fait, mais je me dis, ça fait partie de ce mécanisme pervers que je décrivais tout à l'heure et qui fait que les convertis, alors, et les Trumpistes, etc., font exactement la même chose. Donc il faut bien se dire que ce mécanisme dont on voit bien les effets pervers, c'est aussi un mécanisme auquel on participe soi-même. Et un troisième et dernier exemple au niveau de la tension parfois entre l'activisme et la militance, si vous voulez, au service de certaines causes, et puis l'intégrité scientifique. Et puis je passe à ma conclusion, brève conclusion. C'est maintenant lundi, on inaugure à la station Schumann, station de métro Schumann, une espèce de grande décoration murale pour laquelle j'ai produit le texte et sélectionné les images, qui expliquent comment qui est sous le titre « Pourquoi les institutions européennes se sont-elles installées ici ?» Ici, ça veut dire à la fois
à Bruxelles et dans ce quartier. Alors, donc 7 petits épisodes, à chaque fois un texte correspondant à une image. C'était un effort de vulgarisation scientifique sur l'histoire de cette chose que j'ai trouvé extrêmement ardu, parce qu'il faut être très compact, intelligible pour un public extrêmement divers, il faut que ce soit en trilingue, il faut qu'il y ait une espèce de continuité, mais en même temps que ça puisse être lu de manière séparée, que ça fasse comprendre le contenu de l'image. Et vraiment, par rapport à écrire un livre de philosophie, c'était beaucoup plus difficile. Mais alors, et puis alors j'étais au Portugal il y a 15 jours, là-bas je reçois un mail de la personne de la STIP qui suivait ça en disant urgent. Et je me dis, oh là là, ça c'est peut-être le gouvernement bruxellois ou les institutions européennes qui disent on n'a pas été consulté sur le texte, etc. Et puis c'était simplement parce qu'il y a une confusion de versions. Et alors, donc, pour moi, dans cette chose-là, c'est à quoi je tenais surtout, c'était l'indépendance, que ce ne soit pas un texte de propagande des institutions européennes ou propagande pour la ville de Bruxelles, que ça n'a pas un ton de dénonciation ni de triomphalisme quelconque, mais cette indépendance est extrêmement importante. Mais en même temps, je me rends compte que je voulais faire passer un message à travers ce texte. Si j'ai pris la peine, c'était pour faire comprendre aux Bruxellois, mais aussi aux autres, faire comprendre pourquoi il y a cet aspect chaotique dans le quartier européen de Bruxelles, que ce n'était pas à un certain moment qu'on a fait Versailles ou qu'on a fait le Capitole, etc., mais que ça a été par briques et par broc en raison de l'absence de décision sur la capitale de l'Union européenne. Et puis petit à petit, ça s'est... Et donc, il y avait un message pour aider à comprendre et en même temps pour faire comprendre le caractère tout à fait irréversible de la consécration de Bruxelles comme capitale de l'Europe. Et donc, chaque fois qu'il s'agit d'histoire, en fait, on se rend compte que l'histoire, c'est quoi? C'est la sélection d'un tout petit nombre d'événements parmi des millions d'événements qu'on aurait pu raconter dans ce cadre. Et alors, évidemment, cette sélection, elle est guidée par le message que je fais faire passer. Et donc, dans tous ces cas, je trouve, alors à la fois qu'il faut être correct, et donc j'ai encore fait revoir par un historien de Bruxelles en finale, etc., qui m'a relevé une erreur que je n'ai pas alors corrigée, parce qu'au XVIe siècle, Saint-Michel et Gudule, ce n'était pas une cathédrale, mais une collégiale. Mais ça, en plus, il fallait le traduire dans les 3 langues, etc. Donc, j'ai seulement laissé comme ça. Mais donc, ce que je vais indiquer par là, c'est que pour moi, c'est très important que nous, universitaires, nous ayons aussi des engagements et que dans ces engagements, nous gardions cette dimension d'intégrité scientifique et d'insistance sur la compétence. Lors des congrès du Basic Income Earth Network, donc le BIEN qui a été fondé à Louvain-la-Neuve en 1986, à chaque congrès, j'insiste pour qu'on invite des opposants à l'idée d'allocation universelle, qu'on les écoute. Et ceci me conduit à ma conclusion. Donc, j'ai annoncé Scientia vincere tenebras, ça doit être... certains d'entre vous ne connaissent peut-être guère plus de mots de latin que ceux-là, mais ceux-là les ont appris par cœur. Donc, pour moi, ma conclusion, c'est qu'il n'y a vraiment rien de vulgaire ou de méprisable dans la vulgarisation. Et pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de rouspéter que les dirigeants prennent des mauvaises décisions, etc., si nous ne faisons pas l'effort d'être compris dans un langage qui est intelligible par les politiques, mais qui est aussi intelligible par une opinion publique beaucoup plus large, parce que ce que des politiques s'estiment capables de faire, ce qu'ils auront le courage de faire, va dépendre aussi de ce qui est plus largement diffusé au sein de la population. D'où, par exemple, sur le changement climatique, ça me semble tout à fait clair et tout à fait important. Alors, comment concevoir ce rôle? Pour moi, s'il faut une formule simple, nous avons un devoir d'inexpertise responsable. Inexpertise responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de grâce, nous ne devons pas dire à la politique ou à l'opinion publique « Écoutez, vous devez être éclairé sur cette question, mais moi, ma compétence, c'est vraiment, je suis compétent que sur tout petit bout de trucs. » Edwin me donnait l'exemple tout à l'heure. On cherche quelqu'un qui peut dire quelque chose sur le thème de l'eau à Bruxelles. S'il n'y a personne à l'ULB qui peut parler de l'eau à Bruxelles, peut-être qu'il peut parler de l'eau ailleurs, et à partir de la compétence...
là, ils ont la compétence, mais du fait de cette compétence-là, ils peuvent parler du problème de l'eau à Bruxelles de manière beaucoup plus compétente que moi. Et donc, il s'agit de se documenter, y compris avec des collègues à l'étranger, ailleurs, dans d'autres universités, pour pouvoir intervenir d'une manière compétente aussi sur des sujets sur lesquels on n'est pas des experts, mais sur lesquels, du fait d'une formation scientifique plus générale et de la collégialité dans nos universités, du fait qu'on peut parler sous le contrôle de nos collègues, ben on peut avoir une voix autorisée sur le sujet. Et c'est absolument essentiel, surtout pour des petits pays comme le nôtre. On n'a pas des tas d'experts sur chacun des petits sujets. Ben il faut bien que constamment on fasse un peu une synthèse critique de la connaissance qui est disponible sur la question sur laquelle il s'agit d'intervenir, combinée, bien sûr, toujours avec des jugements de valeur. On ne peut jamais faire une recommandation, on ne pourra jamais donner un conseil sur ce qu'il faut faire si on ne combine pas les faits plus ou moins établis par la science, d'une part, et puis des jugements de valeur. La science ne va jamais nous dire ce qu'il faut faire. Elle nous aidera à dire ce qu'il faut faire, mais seulement en combinaison avec des jugements de valeur. Ces jugements de valeur, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas qu'ils pollue en quelque sorte les réponses qu'on donne aux questions de fait, mais il importe de les expliciter et, si nécessaire, de les défendre. Donc, de les défendre, mais en disant, bon, c'est vrai, il y a un jugement de valeur sous-jacent quand je recommande quelque chose, combiné avec des constatations factuelles. Alors, je termine vraiment sur ce thème Scientia vincere tenebras. Alors, je le fais d'autant plus volontiers que, comme vous le savez, sans doute, les ténébras, quand on a inventé l'expression lors de la création de l'Université libre de Belgique, prédécesseuse de l'Université libre de Bruxelles, les ténébras, c'était nous, l'Université catholique de Louvain. Aujourd'hui, ex-Université catholique de Louvain, maintenant plus discrètement UC Louvain. Mais si on avait pu faire une petite carte, comme on a pu faire avec les tweets tout à l'heure, en essayant d'identifier où se trouvent les ténébras en 1835, on a vu une concentration sur la ville de Louvain. C'était mes prédécesseurs. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour lutter, pour vaincre les ténébras? Alors, pour moi, et c'est une chose importante et où je diverge peut-être de certaines des choses suggérées tout à l'heure, eh bien, c'est certainement pas en clouant le bec aux cathos, aux musulmans, aux climato-sceptiques, aux négationnistes, aux créationnistes. Ce n'est pas en leur disant, écoutez, vous êtes 3% de la population, on ne vous écoute plus. C'est ici, la vérité se décide à la majorité. Non, de grâce, ce n'est pas ça. Donc, l'attitude doit être, ce n'est pas passer au Karcher sur toutes les ténébras pour les faire disparaître, ou les exclure, ou les enfermer, mais c'est de dire, bon, on vous écoute, on vous écoute, quels sont vos arguments? Montrez. Si vous avez un graphique différent, voyons ce graphique. Bon, là-bas, chez vous, ça monte un peu. Pourquoi est-ce que ça monte chez vous? Pourquoi ça descend chez vous? Pourquoi ça monte chez nous, etc. Et je trouve ce qui est vraiment crucial, donc, et c'est ça, c'est un acte de foi, en quelque sorte, dans la raison. C'est de dire, c'est vrai qu'à court terme, en clouant le bec à l'un et l'autre, en les excluant des débats, etc., en les stigmatisant, on peut un peu éliminer, mais à long terme, la raison pourquoi j'ai confiance dans des gens qui font confiance à d'autres gens qui font confiance à d'autres gens qui font confiance, c'est justement parce qu'on a construit au fil du temps, à partir de la Renaissance, plus fort à partir des Lumières, ce système qui est le système de la connaissance scientifique, avec la critique mutuelle, l'ouverture constante à la réfutation, et ça exige que, il ne faut pas clouer le bec à tous ceux qui sont des contradicteurs. Donc voilà, les ténébras ont parlé.